Bonjour, nous sommes réunis aujourd'hui pour un module de formation intitulé Vérité et idées fausses sur le langage du corps. Puisqu'il est vrai qu'on entend énormément de choses, de significations sur nos gestes, et donc nous allons voir ce qui est réellement vrai dans tout le langage corporel de chacun. Donc j'accueille pour ce module M. Éric Goulard. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes consultant spécialisé en non-verbal et crédibilité. Alors nous allons voir un certain nombre de gestes. Le premier donc, que je voudrais qu'on parle, puisque c'est peut-être le premier qu'on fait quand on rencontre quelqu'un, c'est la poignée de main. Oui. Alors, est-ce qu'une poignée de main molle veut dire que la personne en face n'a pas confiance? Alors, une poignée de main, il faut déjà replacer ce que c'est. Une poignée de main, c'est un acte social. Une poignée de main, c'est le premier contact avec une personne à un moment donné quand on la rencontre. Et c'est le moment de ce premier contact de transmettre déjà un certain nombre d'informations. Et nous percevons inconsciemment tout un tas d'informations quand nous transmettons cette première poignée de main, quand nous serrons la main de notre interlocuteur. Alors, une poignée de main peut être molle, comme elle peut être beaucoup plus ferme. Il est possible qu'elle soit molle tout simplement parce que la personne a l'habitude de serrer la main de façon molle. C'est peut-être simplement une habitude de communication. Il peut également s'agir d'une poignée de main qui est plus molle que d'habitude, simplement parce que la personne ressent un inconfort. Elle a peut-être beaucoup de choses à gérer à ce moment-là. C'est le premier contact, elle est peut-être un peu mal à l'aise et il est possible qu'elle perde peut-être un peu ses moyens. Mais peut-on vraiment en savoir beaucoup plus sur la poignée de main? Il faut aller plus loin. D'accord. Un autre rapport entre deux personnes, c'est le regard. Alors, est-ce qu'il faut regarder dans les yeux, ce qui veut dire qu'on est franc? Et est-ce que si je regarde par là, ça veut dire que je ne suis pas franche quand je vous parle? Alors c'est tout à fait normal d'avoir le regard qui va dans toutes les directions quand on communique avec quelqu'un. Lorsqu'on a besoin de se concentrer, on peut avoir tendance à laisser son regard partir dans une direction ou une autre, simplement pour permettre à notre cerveau de se concentrer sur ce que vous avez envie de dire, également sur ce que vous n'avez pas envie de dire. Ça aide à la communication. Alors il y a un mythe qui dit qu'effectivement, une personne franche a tendance à vous regarder plus dans les yeux, à tenir le regard. C'est un mythe. C'est un mythe parce que dans le cas du mensonge, eh bien, des études ont montré que les menteurs peuvent avoir tendance à tenir un regard beaucoup plus direct qu'une personne qui n'est pas dans un mensonge, dans la production du mensonge. Ça aide en fait à voir dans le regard des autres que vous êtes cru, tout simplement. Vous êtes le menteur, vous avez délivré votre mensonge, vous regardez votre interlocuteur, ça vous rassure. Et voilà. Donc attention, un regard direct, est-il un regard franc? Pas forcément. Alors on dit souvent qu'on n'a jamais l'occasion de faire une deuxième fois une première bonne impression. Je vais vous demander effectivement, donc vérité et idées fausses au niveau non-verbal sur ce proverbe. Alors, la première impression correspond aux premières informations que l'on va capter chez notre interlocuteur. Il faut savoir que notre cerveau est extrêmement rapide, mais très très rapide. Il faut à peu près 10 centièmes de seconde pour se faire une première idée de notre interlocuteur. C'est très rapide. En 10 centièmes de seconde, vous pouvez avoir une estimation de est-ce que je peux avoir confiance en lui? Est-ce que cette personne peut présenter un danger pour moi? Donc votre cerveau est en alerte. Et environ une demi-seconde plus tard, donc c'est très très rapide là aussi, eh bien le raisonnement, la partie rationnelle de votre cerveau va prendre le relais et va dire ok, je peux avoir confiance ou pas. On va commencer à rationaliser l'information. En quelques secondes, 3, 4, 5 secondes, eh bien vous allez vous faire une première idée de la personne qui va vous accompagner pendant l'entretien. Eh bien il a été montré au travers de diverses études récentes d'ailleurs, que lorsque vous avez une première impression négative d'une personne, parce que tout simplement vous avez perçu des émotions négatives à ce moment-là, eh bien il est possible que lorsque vous reverrez cette personne une seconde fois, quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, eh bien vous ayez de nouveau cette impression négative de la personne. Donc oui, la première impression est fondamentale. Il est très important de générer des émotions positives, donc d'être agréable, souriant, etc. Un autre geste que je m'aperçois en fait que je fais assez régulièrement, c'est le hochement de tête. Alors à chaque fois que je hoche la tête, est-ce que ça veut dire que je suis d'accord avec ce que vous dites? Oh, pas à chaque fois, non, non. Ça peut être une habitude pour certaines personnes. C'est-à-dire que certaines personnes, même si elles ne sont pas d'accord avec vous, vont simplement faire oui de la tête, simplement pour vous montrer qu'elles suivent la conversation. Ça ne veut pas dire qu'elles sont d'accord avec vous. Ça peut simplement vous aider
à prolonger votre discours. C'est notamment des choses que l'on voit chez les journalistes. Lorsqu'ils interviewent des hommes politiques, ils ne sont pas forcément d'accord avec leur position, mais le hochement de tête voudra dire oui, j'entends bien, allez-y, continuez. Maintenant, c'est vrai que dans notre culture occidentale, nous avons le oui de la tête, avec le hochement tel que celui-là, ou le non qui veut dire je ne suis pas d'accord avec vous. De façon inconsciente, lorsque je suis dans une conversation avec quelqu'un, eh bien je peux avoir tendance à faire oui parce que je suis d'accord. Je le fais, votre interlocuteur pourra le faire. Donc parfois, même sans qu'il exprime le moindre mot, vous pourrez voir des hochements de tête qui correspondent à une attitude positive. Sous-entendu, il est d'accord avec vous. On va descendre un petit peu dans le corps, on va parler des bras maintenant. Est-ce que si je ferme mes bras, c'est un signe de fermeture? Oh, c'est surtout un signe d'idée reçue qu'on peut lire dans un certain nombre de livres. Alors tout d'abord, il faut être conscient d'une chose, c'est que dans notre relation aux autres ou dans notre vie, eh bien, nous avons aussi tendance à croiser les bras parce que c'est une position qui est confortable, tout simplement. Où la personne a froid, elle a envie de se croiser les bras. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel moment ce geste apparaît. Si dans une conversation, votre interlocuteur a des gestes qui sont relativement lents, relativement larges, relativement souples, un peu comme moi en ce moment, et à un moment donné, vous allez m'amener une question où vous allez me parler de quelque chose qui ne me plaît pas, et que vous observez peut-être qu'à ce moment-là, je vais croiser les bras. Il est possible qu'il s'agisse d'un inconfort ressenti, d'une envie de peut-être de fuir, ou je suis peut-être un peu mal à l'aise. Maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est si je croise les bras parce que, dans le cas présent, c'est une attitude confortable, regardez maintenant ma main, les doigts qui s'enfoncent dans le bras, cette fois-ci ont beaucoup plus de valeur, parce qu'ils vont montrer que je ressens un inconfort, et j'ai besoin de provoquer un certain nombre de stimuli qui vont me rassurer. Ces signaux-là, tels que ceux qui correspondraient par exemple à s'enfoncer les doigts dans la peau, ici c'est dans la peau du bras, eh bien envoie des stimuli nerveux au cerveau qui vont rassurer mon cerveau, qui vont dire à mon cerveau, très bien, l'animal est toujours là, il est toujours en vie, ça va bien. Une autre position serait celle-là. Je croise les bras, mais de manière beaucoup plus serrée. Là, c'est plus intéressant aussi à observer, parce que tout simplement, cette zone-ci étant une zone plus sensible. Les gestes intense produit dans une zone plus sensible vous indique que votre interlocuteur peut ressentir un niveau de stress plus important, un niveau d'inconfort qui pourrait vous alerter sur certaines choses. Alors vous avez un petit peu parlé des mains déjà, s'enfoncer les doigts dans les mains, se serrer les bras. Est-ce que quand on se frotte les mains, ça veut dire qu'on est content? Quand on se frotte les mains, très généralement, on a un peu la même chose que quand on va se tordre les doigts, ou même quand on va jouer avec une bague, réflexe que vous avez tendance à faire d'ailleurs à certains moments, ou ce genre de choses, c'est souvent en lien avec un inconfort qui est ressenti, avec un besoin de se rassurer, parce que tout simplement, nous avons énormément de terminaisons nerveuses au niveau des mains, et tous les autocontacts qui consistent à toucher, gratter, frotter les mains ensemble ou un objet ont pour objectif de nous rassurer. Voilà, à ce niveau-là. Alors, se dire, la personne est devant moi, elle est en train de négocier, elle vient de négocier à son avantage et est en train de se frotter les mains, elle est contente. Moi, je dis surtout, oui, il y a probablement un inconfort à ce moment-là. Mais de là à dire qu'elle est contente, le raccourci est vraiment très, très limite. Et je continue dans les idées fausses. Quand je fais ça comme ça, que je me gratte la tête, c'est parce que j'ai un doute? Certaines situations sont parfois plus compliquées que d'autres. C'est vrai qu'on va penser au chercheur qui est en train de se gratter la tête et de réfléchir à quelque chose d'un peu compliqué. On en est exactement sur la même chose, à savoir un grattage, un frottement, une traction sur les poils de la tête, à savoir sur les cheveux ou la barbe, etc., ont exactement la même fonction, se rassurer. Ce sont des indicateurs d'inconfort. N'allons pas chercher plus loin. Alors moi, j'ai pas mal de gens dans ma famille qui me disent que quand j'ai le nez qui me gratouille, comme ça, c'est que je veux un bisou. Idée fausse encore, je suppose. Il y a beaucoup d'idées sur le nez. Il y a également Pinocchio, chez qui le nez a une importance importante. Bon, le nez est une zone sensible, comme d'autres parties au niveau du visage, comme la joue
les lèvres également. Et en situation de tension, de malaise, de stress, eh bien, nous pouvons là aussi avoir tendance à pincer le nez, à le toucher, à frotter les lèvres, pareil. Ça fait du bien, ça nous rassure. Un point intéressant quand même à noter, lorsqu'une personne ressent une émotion de peur, la peur peut être à l'origine d'un soulèvement des poils qu'on ressent au niveau des bras, au niveau des jambes, etc., qu'on peut ressentir au niveau du nez. Parce que tout simplement, nous avons un tissu pileux à l'intérieur du nez et en situation émotionnelle intense, de peur intense, eh bien, les poils du nez peuvent se soulever, ils peuvent toucher la paroi intérieure du nez et provoquer une légère démangeaison. Alors, il peut être possible, là je vais faire très attention à ce que je dis, que la personne face à vous ait ressenti une peur et ait soudainement envie de se toucher le nez. Dans le cas, alors je vais prendre un cas extrême, prenons le cas d'un mensonge, une personne qui est un peu mal à l'aise, qui sent qu'elle va sortir son mensonge, peut ressentir une peur à ce moment-là et se toucher le nez, par exemple, avant de parler. Mais attention, c'est un cas parmi d'autres. Ça peut être juste une démangeaison ou un simple besoin à un moment donné de se rassurer par rapport à un inconfort, par rapport à la situation, par rapport à un souvenir qui vient de lui traverser l'esprit. On ne sait pas, il faut creuser, il faut chercher. C'est un indicateur d'inconfort parmi d'autres. D'accord. On va passer au bas du corps maintenant, donc les jambes. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de gens qui ne savent pas trop sur quel pied danser, on va dire qu'ils sont un peu comme ça quand ils bougent. Quelles sont les vérités? Qu'est-ce qui peut être communiqué en non-verbal sur ce comportement? Vous contrôlez souvent vos pieds ou vos jambes? Quand je marche, en général, oui. Oui, comme beaucoup de gens en fait. C'est-à-dire qu'on a tendance à contrôler le haut du corps, le visage, les mains, les bras, parce qu'on nous a appris qu'on pouvait être analysé, décodé par d'autres, qui nous observent, etc. Et on a un peu moins tendance à contrôler ses pieds. Il faut savoir que sur le plan sensoriel, les pieds peuvent être une zone sensible, comme le sont d'autres parties du corps. Quand nous ressentons un stress, un inconfort, eh bien nous pouvons avoir tendance à provoquer des autocontacts dans nos chaussures, simplement en bougeant les orteils. On peut, allez, je vais reprendre votre expression, danser d'un pied sur l'autre. Si vous êtes debout, vous sentez vos pieds dans vos chaussures. Le fait de bouger sur vos pieds, vous sentez des contacts s'établir dans vos chaussures. Ça fait du bien. Je vais aller un peu plus loin. Les pieds et les jambes est en fait une zone du corps intéressante à observer parce que les gens ont tendance à peu les contrôler. Ça veut dire que quand nous sommes dans une situation de stress, quand une envie de fuir apparaît, eh bien nous pouvons avoir tendance à orienter nos pieds vers la porte de sortie, par exemple. Et si vous regardez la personne qui est en situation d'inconfort, par exemple dans une réunion, il est possible qu'à la fin de la réunion, quand ça se passe un peu mal, d'ailleurs je pense à ça, on voit ça notamment dans les entretiens de recrutement, eh bien la personne va avoir tendance à se tourner vers la porte de sortie. Elle a un pied qui s'oriente vers la porte de sortie et au moment de partir, elle va faire 2 pas et elle est dehors. Peut-être qu'il lui en a fallu 4 ou 5 pour rentrer. Peut-être qu'au moment de partir, elle va traverser le couloir très rapidement. Elle va marcher très vite. Peut-être qu'elle n'est pas forcément très pressée. Une fois arrivée dans la cour, dans le parking, vous la verrez peut-être marcher plus lentement ou prendre plus de temps avant de démarrer sa voiture. La question que vous pouvez vous poser, c'est était-elle vraiment pressée de partir à ce moment-là ? Parce qu'elle a un autre rendez-vous, ou elle est pressée de fuir la réunion. Donc, au niveau des pieds, vous pouvez regarder une orientation d'un pied ou des jambes hors de l'axe de la communication, hors de la réunion ou vers la porte de sortie, plus une accélération des mouvements. Et cette accélération, eh bien, on peut la retrouver lorsque la personne est debout, par exemple. Alors, on a aussi un proverbe chinois qui dit « Qui ne sait sourire ne tient boutique ». Est-ce que le sourire exprime autant que ça le sens commercial et le sens vendeur? Le sourire est l'expression la plus directe vers l'émotion positive. C'est-à-dire que quand nous ressentons des émotions négatives, nous allons afficher tout un tas d'expressions sur le visage, en relation avec la peur, en relation avec la colère, le mépris, etc. Les expressions qui apparaissent sur le visage sont relativement claires pour nous et nos semblables, pour nos interlocuteurs. Quand nous sourions, le sourire qui apparaît sur le visage est très rapidement décodé comme l'expression d'émotions positives ressenties. Ce qui est décodé
inconsciemment, instinctivement par notre système de défense, ce qu'on appelle le système limbique, comme étant « il ne nous veut pas de mal, il n'y a pas de danger, parce qu'il est souriant, je décode qu'il ressent des émotions positives, donc il n'est pas dans une attitude agressive correspondant par exemple à de l'attaque. Il ne va pas, me frapper, par exemple. Au contraire, il est souriant, donc il ressent des émotions positives. Eh bien forcément, si vous voulez à un moment donné négocier à votre avantage, vendre quelque chose ou acheter quelque chose, soyez souriant et vous atteindrez plus facilement de relations positives avec votre interlocuteur. Alors en guise de conclusion, je vais vous poser ma dernière question, un peu sous forme de boutade. Peut-on et faut-il se fier aux apparences? Certainement pas. Certainement pas. Et là, je vais essayer d'être très bref. Nous sommes câblés, notre cerveau est câblé pour identifier des émotions et des comportements de manière à nous protéger. Voilà, tout simplement. Ces émotions sont instinctives, nous les ressentons, comme vos interlocuteurs les ressentent. Sauf que dans notre vie de tous les jours, nous avons ainsi appris à transmettre des émotions et au travers d'expressions et de comportements que nous ne ressentons pas. Nous sommes des prédateurs, l'homme est un prédateur, peut-être le meilleur qui existe sur Terre. C'est d'ailleurs pour ça que l'homme est devenu l'espèce dominante aujourd'hui. Et votre interlocuteur ou vos interlocuteurs de manière générale sont parfaitement capables de gérer une partie de leur comportement et de tricher sur leurs émotions et sur ce qu'ils ont envie de vous transmettre comme information. Alors sans tomber dans la paranoïa, méfiez-vous des autres, comme ils peuvent aussi se méfier de vous. Donc attention aux apparences. Monsieur Goulard, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vous en prie.